Alors les amyloses, c'est effectivement des maladies rares, extrêmement rares, et donc dont apparemment n'ont pas été abordées encore à l'AIRG, donc d'où l'intérêt. Donc quelques définitions, c'est quoi de l'amylose? En fait, c'est une substance faite de protéines qui s'organise en formant des fibrilles et qui va se déposer dans les tissus ou les organes pour donner une maladie qu'on appelle l'amylose. Alors ça ressemble à quoi dans les tissus ou les organes? Un peu à du mastic ou à du chewing-gum. Et donc cette substance est extrêmement toxique. Alors c'est un processus fréquent l'amylose parce que souvent les protéines qui vieillissent vont avoir tendance à s'organiser sous forme d'amylose, et on sait que c'est le processus qui est impliqué par exemple dans la maladie d'Alzheimer ou également dans le diabète de type 2. Alors en fait il y a de très nombreux types d'amylose qui dépendent du type de protéine qui va former ces dépôts de mastic, et on sait maintenant qu'il y a 30 protéines de l'organisme qui peuvent donner cette maladie, et en fait les maladies vont être extrêmement variables puisqu'il y a des formes qui sont diffuses, qui atteignent quasiment tous les organes, et puis des formes qui sont au contraire très localisées et qui vont se retrouver par exemple sous la forme d'un simple nodule sur la paupière dont l'analyse montrera que c'est de l'amylose. En fait il y a deux types d'amylose. Il y a des amyloses qui sont acquises, donc il n'y a pas de mutation génétique, et là on sait que la maladie va survenir parce que la concentration de la protéine anormale dans le sang est élevée, et d'autant plus que cette concentration élevée va se prolonger pendant des années. Donc l'exemple le plus connu, c'est l'amylose à bêta-2 microglobuline dédialysée qu'on voyait autrefois, parce que cette bêta-2 microglobuline n'était pas éliminée par la dialyse. Et il peut y avoir également des modifications qui sont liées au vieillissement de certaines protéines, et on parle d'amylose entre guillemets sénile, j'en reparlerai un petit peu. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les amyloses héréditaires, où là on a une protéine qui normalement ne donne pas d'amylose, ou peu, et puis il va y avoir une mutation du gène, et qui là va faire en fait qu'elle va acquérir la capacité de former de l'amylose. Alors comment ça se passe? Vous avez ici les protéines anormales qui sont instables, on parle de conformation anormale, et qui vont se stabiliser en adoptant une conformation qu'on appelle le feuillet bêta-plissé, et puis s'organiser en fibrilles sous forme d'abord de monomères, puis de multimères qui s'enroulent un peu comme un cap d'acier, et former des fibrilles que l'on voit ici en microscopie électronique, et qui vont se déposer dans les organes avec deux cibles principales, le cœur et le rein. Et c'est pour ça que les néphrologues s'intéressent à ces maladies-là. Alors on sait que l'organisme il est capable d'éliminer l'amylose. C'est comme quand il y a du chewing-gum dans un pull, on peut l'enlever, ça prend du temps, mais on y arrive quand même, c'est très lent. Et donc si ça continue à s'accumuler dans les tissus, ça va bien évidemment perturber leur structure et puis au bout d'un moment leur fonction. Alors ça c'est un tableau un peu compliqué qui vous montre les amyloses systémiques acquises, c'est-à-dire sans mutation mais qui sont quand même les plus fréquentes et celles dont je m'occupe, notamment l'amylose AL, où là l'amylose est liée à une immunoglobuline anormale dans le sérum, un anticorps anormal, et qui est sécrété par une population de cellules dans la moelle osseuse qu'on appelle les plasmocytes, et qui donc se traitera par chimiothérapie. Et cette amylose, elle est extrêmement sévère, notamment quand elle touche le cœur, mais également le rein. Vous avez le deuxième type qui est l'amylose AA, qui complique les inflammations chroniques, essentiellement les rhumatismes inflammatoires en France. La fameuse amylose à la transthyrétine sénile, qui est une maladie dont on sait maintenant qu'elle est extrêmement fréquente et que c'est une principale cause d'insuffisance cardiaque chez les sujets âgés, mais elle peut toucher également les tendons, les articulations. Et puis l'amylose à bêta-2 microglobuline dédialysée, qu'on voit plus maintenant avec les nouvelles techniques de dialyse et les nouvelles membranes, et qui intéressent essentiellement les articulations. Donc le mécanisme ici, c'est surtout l'augmentation de la concentration de cette protéine anormale dans le sérum, dans le sang, pendant longtemps. Et puis on a également découvert des amyloses héréditaires. Et donc pour faire mentir mon ami Georges ici, vous vous rendez compte que ces amyloses héréditaires, il y en a environ une dizaine, et que quasiment toutes touchent le rein, les glomérules. Le seul problème, c'est que la plus fréquente et la plus connue d'entre elles, qui est l'amylose à transthyrétine mutée, qui est une maladie qu'on appelle également la neuropathie amyloïde familiale, comme son nom l'indique, ça touche surtout le nerf et le cœur, mais parfois également le rein. Et donc ça, ces protéines qui sont mutées, vous voyez qu'il y a souvent des protéines qui ont déjà un peu une tendance à faire facilement de l'amylose, et c'est souvent des apolipoprotéines, donc des constituants du cholestérol. Ce qui ne veut pas dire que quand on a du cholestérol, on va faire de l'amylose, je vous rassure. Donc le mécanisme ici, c'est une protéine qui ne fait pas normalement d'amylose, mais quand il va y avoir la mutation, eh bien, elle va être capable de s'organiser et de se déposer dans les tissus. Et dans toutes ces maladies-là, la transmission est autosomique dominante, mais avec une pénétrance variable, ce qui explique le caractère souvent retardé des symptômes.
Alors les manifestations rénales des amyloses, elles sont, en fait, c'est une maladie qui touche essentiellement le glomérule. Donc le premier signe, ça va être l'apparition d'albumine dans les urines, qui va être suivi de l'apparition d'œdème. En revanche, dans les amyloses, par rapport à d'autres maladies glomérulaires, un peu comme dans la néphronophtise, il y a rarement d'hypertension artérielle et il y a rarement également d'hématurie microscopique. En revanche, ça va évoluer vers l'insuffisance rénale. Et une des particularités de l'amylose, c'est quand on fait des échographies, même à un stade avancé d'insuffisance rénale, la taille des reins est souvent conservée. Et on sait maintenant, dans ces formes-là, que plus le diagnostic va être fait tard, c'est-à-dire plus on aura d'insuffisance rénale et plus la protéinurie sera abondante, eh bien, plus rapide va être l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale et la dialyse. Alors le problème majeur des amyloses, c'est de dépister l'atteinte cardiaque, qui est fréquente dans certaines formes, y compris dans certaines amyloses héréditaires, et qui en fait est liée à une infiltration du muscle cardiaque par les dépôts amyloïdes et qui va se traduire le plus souvent par le premier signe, c'est de la fatigue essentiellement à l'effort, puis de l'essoufflement et puis après de l'insuffisance cardiaque. Et peuvent survenir des anomalies du rythme cardiaque, de la tachycardie par exemple, ou de la bradycardie. C'est un impact très important sur le pronostic dans l'amylose AL, dans laquelle je m'occupe, c'est la principale cause de mortalité. Alors les cardiologues maintenant sont quand même bien informés de cette maladie qui doit être dépistée sur des anomalies de l'électrocardiogramme qui a un aspect plutôt raplati. Vous voyez que pas grand chose là, c'est plutôt un peu aplati. Et ça contraste avec en échographie des bords du cœur qui sont très épaisses avec ici la paroi qui est située entre les ventricules là, qu'on appelle le septum interventriculaire qui est très épaissi et qui a souvent un aspect un peu brillant comme ça. Alors maintenant on a des techniques plus sensibles pour dépister précocement ces atteintes cardiaques, notamment l'IRM qui vous montre ici ces zones blanchâtres là sur le cœur qui sont un rehaussement après injection du gadolinium. Alors les deux formes les plus fréquentes d'amylose cardiaque, c'est l'amylose AL dont on s'occupe et puis la fameuse amylose sénile. On a maintenant un examen qui est sensible et simple, qui est la scintigraphie osseuse qu'on peut faire pour différentes pathologies et qui est un élément très informatif puisque quand c'est une amylose transthyrétine, on a une fixation très importante du cœur, alors que quand c'est une AL, on n'a pas de fixation dans le cœur et ça nous aide tous les jours à faire les diagnostics. Alors, ces amyloses systémiques, on les appelle systémiques parce qu'elles peuvent toucher tous les organes. Donc là, ici, c'est l'exemple de l'amylose AL, mais ça s'applique aussi à certaines amyloses héréditaires. Ça peut toucher le foie avec une augmentation de la taille du foie, des anomalies du bilan hépatique, les nerfs périphériques avec une neuropathie, des fourmillements des extrémités, des douleurs, voire des déficits moteurs, des difficultés à marcher, une atteinte du système nerveux autonome avec une diminution de la pression artérielle lorsqu'on passe en position debout, et parfois c'est tellement sévère que les gens n'arrivent même plus à se lever, des troubles du transit, des troubles de la sudation et des troubles de l'érection chez l'homme. Ça peut également toucher la peau avec tout un tas de lésions possibles, nodules, plaques, des anomalies des ongles. Ça peut toucher les glandes endocrines, notamment les glandes surrénales, la thyroïde en donnant des goitres, ou les glandes salivaires en donnant un syndrome sec. Ça peut toucher le poumon en donnant des infiltrats, des nodules, de l'insuffisance respiratoire, des saignements bronchiques, le tube digestif en donnant parfois une grosse langue, notamment dans l'amylose AL, des problèmes de troubles du transit, de saignement, de perforation, des lésions des articulations et des tendons. Vous voyez que c'est tout un panel de symptômes, ce qui explique que très souvent il y a un retard diagnostique important et que le diagnostic est égaré. Alors voilà quelques manifestations qui sont évocatrices des amyloses. Je vous en ai mis ici l'amylose AL. Donc il y a les hématomes périorbitaires qui sont très fréquents et la grosse langue. On voit ici l'empreinte des dents sur la langue. L'infiltration des glandes salivaires ici. Le goitre amyloïde que vous pouvez voir également. Parfois des lésions extrêmement bizarres comme l'infiltration musculaire par l'amylose avec l'infiltration des deltoïdes que vous voyez ici et l'aspect pseudo-athlétique chez ce monsieur âgé qui par ailleurs n'avait rien d'athlétique en dehors de ces deltoïdes. Et puis l'infiltration pulmonaire ici. Donc le diagnostic des amyloses doit être précoce, c'est une étape essentielle et il ne faut pas se tromper de traitement parce qu'une amylose AL, ça va se traiter avec la chimiothérapie. Une amylose héréditaire, ça ne se traite pas avec de la chimiothérapie et bien souvent, malheureusement, beaucoup de malades reçoivent encore ce type de traitement. Donc l'identification de la protéine en cause, c'est nécessaire puisque ça va permettre de conditionner le traitement. Donc pour faire le diagnostic, il faut impérativement avoir une biopsie qui va être orientée par les anomalies cliniques. On commence souvent par une biopsie non invasive. On a souvent des bons résultats diagnostiques en prenant un petit bout de la lèvre là ou un peu de graisse dans l'abdomen. Et on va souvent à la biopsie rénale quand on n'arrive pas à faire le diagnostic comme on veut.
Et lorsqu'on suspecte une anomalie, une amylose héréditaire, bien évidemment, on va coupler cette biopsie à une enquête génétique. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ici, c'est un glomérule en coupe et vous voyez que le glomérule, il est occupé par ces dépôts qui prennent une coloration rouge avec un colorant particulier qu'on appelle le rouge Congo. Et quand on regarde ça en lumière polarisée, on a cet aspect jaune-vert. Et lorsqu'on regarde en microscopie électronique, on a cette organisation de l'amylose avec des fibrilles tout à fait caractéristiques. Alors le nerf de la guerre dans l'amylose, ça va être d'identifier, alors j'ai un petit problème de diapositive, mais c'est pas grave, ça va être d'identifier la nature de l'amylose. Donc on utilise des anticorps qui vont regarder les différentes protéines qu'on cherche en immunofluorescence. Et puis lorsqu'on n'y arrive pas, il y a deux techniques qui sont utilisées actuellement. Il y a la protéomique, donc on va disséquer au laser un bout de la biopsie, là où il y a l'amylose. On va aller mettre ça dans une moulinette pour couper les protéines et on va les analyser avec des techniques de spectrométrie de masse. Et ça, c'est une technique qui est extrêmement sensible et qui permet de diagnostiquer le type d'amylose en cause. À Poitiers, on utilise également la microscopie électronique qui est cachée derrière. Là, je suis désolé. Et lorsqu'on suspecte une amylose héréditaire, on va faire une analyse génétique qui est réalisée à l'hôpital Necker. On travaille beaucoup avec le professeur Sophie Valex. Alors comment on peut traiter ces maladies-là? Il faut évidemment d'abord identifier la cause parce que le traitement va dépendre du type d'amylose. Lorsque c'est une amylose, lorsqu'on peut diminuer la production de la protéine qui forme l'amylose, eh bien on va essayer de diminuer cette production ou de réduire la concentration sanguine. Et ça, c'est actuellement quasiment le seul mode de traitement qu'on ait en 2019, mais pas tout à fait, j'y reviendrai. Dans les amyloses AL, lorsque les cellules anormales de la moelle produisent ces anticorps qui font l'amylose, eh bien on peut détruire ces cellules par la chimiothérapie. Dans les amyloses inflammatoires liées au rhumatisme chronique, il faut traiter de façon très importante le rhumatisme chronique et essayer de réduire l'inflammation. Pour les patients hémodialysés, on a réussi à faire disparaître quasiment l'amylose à bêta 2 en mettant des membranes qui permettent d'épurer de façon efficace la bêta 2 microglobuline. Et puis dans les amyloses héréditaires, quand la protéine est produite par le foie, on va y revenir, on peut faire une transplantation hépatique. Mais l'intérêt des amyloses héréditaires, c'est que très récemment, ça a été une des premières maladies dans lesquelles on a pu mettre en place la thérapie génique, et j'y reviendrai. L'autre solution, c'est de stabiliser la protéine anormale. Donc ça, on a des petites molécules qui vont aller se coller à l'amylose et permettre d'éviter qu'elle forme les fibrilles. Et puis il y a également de la recherche pour essayer de tenter d'accélérer l'élimination des fibrilles déposées avec certaines molécules, comme certains antibiotiques comme la doxycycline, des anticorps qui vont aller se coller contre ces fibrilles. Et puis le thé vert. Alors on parle beaucoup du thé vert, mais le thé vert, c'est quelque chose qui permet de stabiliser les protéines et d'accélérer probablement leur élimination dans les tissus. Alors, je ne vous parlerai pas des 30 maladies, bien évidemment, je parlerai simplement de deux. L'amylose de la chaîne alpha du fibrinogène, qui est la forme la plus fréquente d'amylose héréditaire rénale, qui est liée à une mutation d'une chaîne du fibrinogène qu'on appelle la chaîne A-alpha, qui est produite exclusivement par le foie. La transmission de cette maladie, c'est autosomique dominante, donc à partir du moment où vous avez le gène, vous êtes malade, mais la pénétrance est incomplète et très souvent la maladie va se déclarer tardivement à l'âge adulte, vers la cinquantaine, et souvent on n'a pas d'histoire familiale dans cette maladie. Les manifestations cliniques, c'est une atteinte rénale quasiment toujours isolée avec une néphropathie glomérulaire chronique qui va évoluer assez vite vers l'insuffisance rénale terminale à partir du moment où on a découvert la protéinurie avec ces dépôts amyloïdes que vous voyez ici sur la biopsie rénale qui est nécessaire au diagnostic. Il peut y avoir parfois une atteinte de la rate et des glandes surrénales. Alors en fait, cette maladie, pour l'instant, le traitement repose essentiellement sur la transplantation d'organes, la transplantation rénale qui donne de bons résultats parce que même si la maladie va récidiver sur le greffon, en général ça va prendre du temps et on a des survies de greffons qui sont tout à fait correctes. On peut parfois faire des transplantations hépatiques et rénales en même temps. Ça a été fait en Angleterre puisqu'ils ont une grosse fréquence de cette maladie-là. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une mortalité périopératoire importante liée à la transplantation hépatique et que les résultats de ces transplantations combinées ne sont pas meilleurs que la transplantation rénale seule, sauf parfois dans les rares formes pédiatriques de ces maladies, en tout cas les formes à début précoce.
L'amylose de la transthyrétine, donc il y en a deux types. Donc l'amylose sénile, qui est liée à une accumulation de la transthyrétine. Là, il n'y a pas de mutation. Et je vous ai dit que c'était une des principales causes d'insuffisance cardiaque actuellement du sujet âgé, dont on fait le diagnostic par la scintigraphie osseuse. Mais je vous parlais surtout de l'amylose héréditaire de la transthyrétine, où là vous avez une mutation du gène qui code pour la transthyrétine et qui vous donne cette amylose qu'on appelle la neuropathie amyloïde familiale. Ça touche essentiellement le nerf périphérique et le cœur, mais ça touche également le rein chez certains patients, chez environ 30% des patients. Donc le tableau clinique est très variable selon le type de mutation. Il y a plus de 150 mutations qui ont été identifiées sur le gène de la transthyrétine, mais l'atteinte cardiaque et neurologique et ophtalmologique sont au premier plan. Donc le diagnostic va être fait sur les biopsies, la scintigraphie cardiaque pour les atteintes cardiaques et les tests génétiques, et la moyenne de survie est actuellement de 7 à 12 ans après le début des symptômes selon le type de mutation. Donc longtemps, le traitement de cette maladie, ça a été la greffe hépatique, puisque la transthyrétine est produite par le foie, avec des résultats qui étaient quand même pas toujours excellents. Ça élimine la transthyrétine anormale, mais on avait peu d'effets sur les lésions déjà constituées du nerf et du cœur. Et c'était surtout indiqué chez les sujets jeunes, sans atteinte cardiaque ou neurologique sévère. En fait, il y a eu beaucoup de progrès thérapeutiques dans cette maladie, d'une part par la mise au point de petites molécules qui sont capables de stabiliser la transthyrétine anormale, donc le diflunisal, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, et le tafamidis, qui est une molécule proche du diflunisal. Et donc il y a eu plusieurs essais qui ont montré que ces deux molécules-là étaient capables de ralentir l'atteinte neurologique et d'améliorer la qualité de vie. Et puis également, il y a eu un effet sur l'atteinte cardiaque avec une grosse étude publiée dans le New England Journal of Medicine l'année dernière sur plus de 200 patients traités par tafamidis et avec une amylose héréditaire ou sénile d'ailleurs, qui montrait une diminution importante de la mortalité, une diminution des hospitalisations pour les problèmes cardiaques, une amélioration de la qualité de vie et une diminution de l'essoufflement et une très bonne tolérance du médicament. Donc ça a été un premier point. Et puis le deuxième point, encore plus intéressant dans le cadre des maladies génétiques, ça a été qu'on a pu mettre en place très récemment de la thérapie génique dans cette maladie en développant des molécules, ce qu'on appelle des petits ARN interférents qui ciblent le gène de la transthyrétine, qu'on injecte par voie intraveineuse, qui vont aller dans le foie, rentrer dans la cellule et empêcher la production de la transthyrétine anormale. Alors c'est très efficace puisque ça vous réduit de plus de 81% le taux de la transthyrétine sanguine et au prix d'une administration intraveineuse toutes les 3 semaines. Alors il y a eu un essai randomisé avec la première molécule qui s'appelle le patisiran, toujours publié dans le New England Journal of Medicine. Plus de 200 malades chez lesquels, avec un suivi de 18 mois, on a constaté une amélioration de la neuropathie, une amélioration de la qualité de vie et de l'atteinte cardiaque et une bonne tolérance clinique. Et puis un autre laboratoire a produit une autre molécule à peu près semblable, qui s'appelle l'inotersen, qui là encore dans un essai clinique a montré son efficacité, au prix toutefois d'effets secondaires chez certains malades, avec notamment pour certains malades une inflammation des glomérules, une glomérulonéphrite. Donc c'est très intéressant ces amyloses héréditaires, puisque le fait que la mutation soit, que la protéine soit produite dans le foie, on arrive à aller cibler directement dans le foie la protéine anormale et donc empêcher sa production. Donc en conclusion, les amyloses rénales sont des maladies rares. Les amyloses rénales héréditaires sont, elles, exceptionnelles, puisque c'est 5% de ces maladies rares, donc on est dans l'ultra rare. Le diagnostic précoce, c'est ça qui fait le pronostic de cette maladie. Et puis, il y a quand même des progrès récents qui permettent de mieux comprendre les mécanismes et donc de développer des stratégies thérapeutiques efficaces qui vont jusqu'à la thérapie génique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolé si j'étais un peu long, cher modérateur.